Un invité, une conversation, Un invité, Un mot, une conversation. Un invité, un mot. une conversation. Les lundis du 1. Bienvenue dans les lundis du 1, le podcast qui prend le temps de la conversation. Dans chaque épisode, Éric Fotorino reçoit un grand invité qui, à travers un mot, éclaire notre époque. Pour cette rencontre, Xavier Niel, invité d'Éric Fotorino, a choisi le mot optimisme. Merci Xavier d'être avec nous ce soir pour cette dernière des lundis du 1. Je pensais tout à l'heure en marchant depuis mes bureaux de la rue Saint-Lazare jusqu'ici à ce film qui s'appelait « Comment épouser un millionnaire ». Il y avait Lorraine Bacall, il y avait Marilyn Monroe, Clark Gable. Donc là maintenant c'est plutôt comment épouser un milliardaire, mais les conseils que tu donnes ne sont pas matrimoniaux, je ne crois pas en tout cas, mais tu as fait un spectacle à l'Olympia il y a quelques mois qui s'appelait « Comment devenir milliardaire » carrément. C'était quoi l'envie de venir à l'Olympia pour parler de ton expérience, à la fois de tes succès, de tes échecs, de ton parcours? C'était quelque chose d'assez osé, j'ai trouvé. Vous allez voir, il y a un certain nombre de médias qui me voient concourir à la prochaine élection présidentielle ou à la mairie de Paris, des choses comme ça. Tout ça est entièrement faux, mais je vais vous donner l'origine de cette rumeur. J'ai un ami qui s'appelle Jean-Louis Missica, qui travaillait à la mairie de Paris et qui traditionnellement venait me voir, avant qu'il soit maire adjoint, mais après aussi, plus récemment, venait me voir une fois par mois ou 2 fois par mois et on parlait de termes divers et variés, de la politique et de sujets assez différents. Et puis un jour, il vient me voir et me dit « Mais tu sais ce qu'on va faire ? Je te propose un truc, on va enregistrer notre heure qu'on passe régulièrement ensemble. Et puis, si c'est sympa, on va faire un livre avec ça. » Je dis « Franchement, c'est sympa. Je ne suis pas sûr que ça va intéresser grand monde, mais enfin bon, si tu veux, enregistre. » Et donc, il enregistre. Et puis, je ne sais pas, 1 an après, il me dit « Écoute, j'ai fait un chapitre, le premier chapitre. Je l'ai envoyé à une maison d'édition, Flammarion. Et l'éditrice, qui s'appelle Sophie de Clouzet, adore. Et elle me dit « On va faire un livre là-dessus, c'est super. » Et donc, ça part comme ça. Et puis, le livre arrive, il faut faire le livre. Donc, on travaille avec les équipes pour essayer d'avoir une couverture. Donc, une sacrée envie de foutre le bordel. Voilà, c'est le titre du livre. Titre du livre, hein, c'est pas moi qui vous dis ça. Non, exactement. Je ne dis pas de gros mots, Eric, c'est notre différence. C'est une de nos différences. Et donc, l'éditrice dit, mais maintenant, il va falloir faire un peu de médias pour que tout ça marche. Je lui dis, écoute, moi, j'ai un vrai métier, c'est sympa ton truc, mais je n'ai pas trop le courage. Je te fais une radio, une télé. Et là, elle me prend par les sentiments, elle me dit, mais tu sais, quand on avait fait Madame Obama, on lui avait fait faire l'Olympia. Je dis, c'est marrant, un petit truc d'égo, vous savez. C'est marrant, ouais, pourquoi pas et tout. Puis j'oublie. Et puis on est au mois de juillet, elle me rappelle, elle me dit, bon, alors pour l'Olympia, on a vu avec tes équipes, donc l'Olympia est réservé et payé. Voilà, maintenant on ne sait pas ce qu'on fait, donc il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc tu te retrouves à devoir inventer un spectacle. Ce qui est bien, mais pas simple quand ce n'est pas ton métier. Donc on fait un spectacle, et l'idée de ce spectacle, c'est pour l'éditrice de vendre le livre, et pour moi, c'est de pousser une idée qui est toujours la même, c'est de dire plusieurs idées, c'est comment on fait marcher l'ascenseur social, c'est-à-dire comment on se débrouille pour permettre à des gens qui sont nés dans une classe sociale d'être capables de s'élever financièrement, intellectuellement, et comment on est capable de faire ça. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée de base. Pardon, les places étaient à 2 €. Il y en avait qui étaient jusqu'à 39. Oui, mais tout à fait. Et donc, c'est une des premières idées. Et une fois qu'on a pris cette idée, c'est de se dire notamment l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat, ça veut dire créer quelque chose, se mettre ensemble pour créer quelque chose. Et donc, l'idée, c'est d'aller diffuser des idées assez simples pour pousser des gens à faire des choses ensemble, à créer des choses ensemble, à créer des entreprises, à créer des assos, à faire quelque chose ensemble. Alors évidemment, quand vous faites ça et que vous sortez de ça, tous les gens se disent bon, c'est le début d'une campagne électorale. C'est évident, un mec qui fait un livre et un spectacle à l'Olympia, il est candidat. J'ai une très bonne nouvelle pour vous, je ne suis pas candidat, parce que je pense que je ferai un exécrable dirigeant. Donc tu déments complètement notre ami Giuliano d'Ampoli, qui dans son dernier livre sur l'heure des prédateurs, il avait fait une liste des 123 et il dit il y a à tout moment 123 personnes à Paris qui estiment avoir une chance sérieuse de devenir le prochain locataire de l'Élysée. Ton nom figurait, donc on peut enlever le nom. Et il va même plus loin parce qu'à un moment il dit ou une folle envie de foutre le bordel. Donc il reprend même le titre du livre. C'est ça. Voilà, donc c'est un garçon que j'ai rencontré plusieurs fois. Et alors on n'est jamais d'accord, mais on s'aime beaucoup parce qu'on n'est jamais d'accord. Oui, ça c'est une base assez intéressante d'une relation. Alors précisément dans son livre sur les ingénieurs du chaos que tu cites de temps en temps, on voit comment la tech a pris d'une certaine manière le pouvoir, en tout cas s'est installé dans le pouvoir. On a vu les Elon Musk ces jours derniers
dans des comportements assez curieux. Tu as d'ailleurs une idée assez précise de qui est Elon Musk, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, à tes yeux, un très grand, peut-être le plus grand entrepreneur du monde et en même temps, ou bien un connard, ou bien quelqu'un qui... Tu m'as dit un gros mot, ça y est. Moi, je l'ai dit, J'ai réussi. il faut bien que je t'amène, que j'aille un peu sur ton terrain de temps en temps. Et donc, est-ce que Elon Musk, il est l'incarnation de quelque chose qui change dans le pouvoir aujourd'hui des grandes démocraties, c'est-à-dire la tech qui arrive dans le bureau ovale. Là, on est vraiment... Je crois qu'il y a un moment, tu vois, tous ces très grands entrepreneurs, ils ont été brillantissimes, ils ont inventé des produits fantastiques, ça a été plutôt des bons dirigeants d'entreprise, souvent avec un grain de folie, mais au bout d'un moment, leur réussite professionnelle, l'image qu'ils sont capables de dégager et l'argent qu'ils ont gagné leur laisse penser que ce sont des surhommes, supérieurs au reste du monde et de la population, et qu'à partir de ce moment-là, ils ont un destin qui doit les pousser vers le fait de diriger le monde. Et alors, parmi les choses qui sont assez caractéristiques de ces personnes, il y a notamment le fait d'avoir beaucoup d'enfants. Donc, si vous voulez, ces personnes estiment qu'avoir sauvé le monde, ils vont sauver le monde grâce à leur ADN, et qu'ils doivent tous, j'en connais un qui a 1000 enfants, il ne le dit pas publiquement, mais il a 1000 enfants, il ne les a pas tous faits de la manière la plus... Voilà, biblique, merci. Tu as évité un gros mot. De la manière biblique, il a pratiqué d'autres choses, donc il partage. Mais ils pensent qu'ils doivent sauver le monde, la civilisation et tout ça. Et donc ils finissent par se prendre pour des surhommes, des surhommes, et font des choses pas toujours brillantes. Xavier, j'avais envie de te demander, qu'est-ce que c'est une bonne idée pour toi ? Alors dans ma vie professionnelle, c'est quelque chose qui rencontre un public et qui arrive à créer de la valeur, quelle qu'elle soit, à l'époque obligatoirement financière. C'est ça pour moi une bonne idée. Mais maintenant, je crois qu'on a tous notre définition de la bonne idée. Je pense que pour toi, la bonne idée, ça va être d'écrire un livre. Et même s'il ne se vend pas, tu te dis, j'ai quand même une idée de fou, quoi. Bien sûr. On a chacun notre notion. Je te confirme, et l'envie, et le fait que ça ne se vend pas. Pas toujours, voilà, c'est pas toujours un grand succès. Mais voilà, mais la chose que j'ai envie de transmettre, c'est de se dire, on est tous égaux. J'ai arrêté l'école à 18 ans. Je pense que ma chance, c'est d'avoir été moins cultivé que les autres et pas être allé à l'école et d'être resté, comme me l'a dit plusieurs fois ma grand-mère il y a très longtemps, avoir du bon sens paysan. Chacun d'entre nous, qui que nous soyons, quel que soit notre passé, notre passif, on est capable de créer des grandes choses, que ça soit en aidant le voisin à côté de chez soi, en créant une assoce, en créant une entreprise, en écrivant un livre. Mais quand tu as créé Free, par exemple, ça a été... comme on dit maintenant en mauvais français, une disruption quand même très forte, puisqu'il y avait des institutions qui étaient là, dont les coûts étaient bien plus élevés. Et toi, tu as dit souvent, je redonne du pouvoir d'achat aux Français, des dizaines et des dizaines de milliards d'euros. Comment une idée comme ça, parce qu'il faut avoir de la technique en tête, il faut avoir quoi pour pouvoir arriver à faire cette box qui a révolutionné quand même la communication. Le truc, c'est que, je le dis souvent aux équipes, je suis un escroc, parce que, tu vois, non mais c'est vrai, j'incarne cela, tu me fais porter très gentiment le fait d'avoir fait ça tout seul, et en fait, ça repose sur des milliers de personnes. Bien sûr. Et c'est parce qu'en commun, c'est facile. En fait, ce que je dis toujours, c'est tellement facile d'avoir une idée. C'est tellement dur de la mettre en œuvre. Donc, on a tous des idées. Il faut des gens qui sont des gens de talent et qui soient capables de sortir de leur quotidien pour créer quelque chose de grand, qui croient qu'ensemble on est capable de faire quelque chose et qui se lancent et on y va et on crée quelque chose. Il y a très très longtemps, j'ai un monsieur qui m'a dit, vous savez, je vous parle de ça il y a 30 ans, j'ai failli être très riche, j'ai failli créer énergie. J'ai failli créer la radio énergie. Il me dit, ouais, j'ai failli créer énergie. Expliquez-moi. Et bien, vous savez quoi, un matin en me levant, j'ai eu l'idée de créer une radio avec de la musique. On peut tous avoir cette idée. Oui. Ça, c'est facile. Mais c'est comment un mec qui s'appelle Jean-Paul Baudecroux a l'idée, quelle énergie il a été capable de mettre en œuvre pour transformer son idée en une réalité et continuer de survivre ou d'avoir une société qui existe, je ne sais pas, 40 ans, ça a dû être 81, donc 35 ans après. Alors, je vais poser la question autrement. Qu'est-ce que tu as fait que n'ont pas fait les autres ? Qu'est-ce que tu as pensé différemment ? Comment ces énergies, tu as pu les catalyser, puisqu'en effet, tu n'as pas fait ça tout seul, mais malgré tout, d'autres, sûrement, se sont intéressés aux communications, comment on pouvait, le téléphone, l'Internet, etc. À 14 ans, mon papa m'achète un ordinateur et je vais me passionner pour cette machine. Donc je vais avoir la connaissance technique, simple, en avance de phase. Et ça, je le dois incroyablement à mon père. Et puis, après, je vais essayer systématiquement dans ma vie professionnelle de simplifier les choses. Arrive ce monde de l'Internet. Je suis le premier à co-créer un fournisseur d'accès à Internet en 92 en France. Et puis ce truc évolue.
Et je me dis, mais c'est bien Internet, mais ce truc est un machin de chercheur qui ne peut pas être utilisé par le grand public, ça n'a pas de sens. Et donc, si on veut qu'Internet rentre dans les foyers, il faut qu'au travers de ce réseau, on soit capable de créer quelque chose d'autre. Et quand on est dans nos foyers, qu'est-ce que l'on a ? On a un tuyau qui nous amène le gaz, un tuyau qui nous amène l'électricité, un tuyau qui nous amène de l'eau. Essayons de créer un tuyau supplémentaire, un quatrième tuyau, et ce tuyau, ça sera Internet. Mais si je vous amène l'électricité chez vous et qu'il n'y a rien à brancher dessus, ça ne sert à rien. Et donc on va se dire, on va inventer un petit boîtier qui va être la box, cet équipement, et ça va permettre de faire passer sur ce réseau Internet la télévision et le téléphone. Et donc de disrupter cette économie, ce marché, parce que ça ne va plus coûter des fortunes de l'amener chez vous, ça va être très simple, et puis ça va permettre de créer des choses comme de la vidéo à la demande, ça vous paraît simple aujourd'hui, ça ne l'était pas il y a 30 ans, ça va vous permettre de vous appeler Netflix, donc de créer des choses qui sont différentes, des applications qui sont différentes. Mais tout ce raisonnement-là, il est complètement basique, il est complètement simple. Mais comme j'ai la connaissance technologique ou technique, et parallèlement à ça, j'ai simplement la compréhension d'Internet et l'envie de simplifier le besoin, je pars de cette idée. Sauf que cette idée, elle est simple, mais je vais voir une société qui s'appelle Alcatel en France, et Alcatel me dit, on est dans les années 2000, vous les jeunes de l'Internet, on vous aime beaucoup parce que vous avez beaucoup d'argent, votre truc arrivera dans 30 ans. Donc ça n'existe pas. On part avec des copains aux États-Unis en se disant, les Américains, ils sont plus forts que nous, on va trouver. On va aux États-Unis, ça n'existe pas. Et on revient en France, on va dire, on va faire de l'électronique pour créer ce boîtier. On n'a jamais fait d'électronique. Alors, on en crée 100 000 premiers boîtiers, première box, on est en 2002. On a commencé quand même un peu en bricolant. Et puis, sur la base de ça, on a créé une entreprise qui s'est développée, qui s'appelle Free. Bien sûr. Alors, je sais que tu as dit plusieurs fois que tu aimes bien recruter des gens qui ont échoué. Il y a une sorte de pédagogie de l'échec où on est un peu mitridatisé quand on a connu l'échec. En fait, et on ne peut pas réussir sans avoir échoué avant. Je vais dire quelque chose de contraire. Il y a des gens qui ont toujours de la chance. Moi, j'ai toujours eu de la chance. Mais je pense que quand on s'est planté une fois dans sa vie, on n'a pas envie de renouveler les mêmes erreurs. Et donc, je pense qu'on a tous une courbe d'apprentissage. Et cette courbe d'apprentissage, elle est d'autant meilleure qu'on s'est planté, qu'on est capable d'analyser les raisons d'un échec et qu'on est capable de rebondir pour faire des choses. Voilà. Donc, je prends ça comme un élément positif. De la même manière que je crois qu'on aime dans nos activités des gens qui ne sont pas formatés. C'est-à-dire qu'on se dit, l'école, plus on va loin, plus on a une chance ou un risque, ou une chance, on peut le voir des deux manières, d'être formaté de la même manière. Peut-être que des gens qui ont un parcours différent, scolaire, post-scolaire ou préscolaire, est-ce que là, on n'est pas capable de trouver des talents ? Et puis, il y a une autre chose, un autre secret qui est extrêmement fort pour nous, il faut qu'on soit capable de mélanger des gens complètement différents. Quand on crée Free, on est 5, il y a un catholique, c'est moi, un juif, un musulman et 2 plus ou moins athées. Et on vient tous de provenances différentes. Il y a des familles aisées, il y a des familles pas aisées. Il y a des gens qui ont fait des études, il y en a d'autres qui n'ont pas fait d'études. Alors, est-ce que c'est par superstition que j'ai l'impression que ça avait marché en faisant ça ? Ou est-ce que parce qu'on est tous différents et qu'on est capable d'avoir des visions des choses différentes, qu'on est capable de créer quelque chose de grand ? Oui. Il y avait le fameux slogan de Steve Jobs, « Think different ». Ouais. C'est quelque chose qui t'a frappé, juste ces 2 mots ? Tu sais, maintenant on dit penser en dehors de la boîte, think out of the box. On le redit d'une manière différente, mais c'est toujours essayer, quand on vient avec une problématique, qu'est-ce que l'on est capable d'apporter comme réponse différente. Logiquement, si un journal ne marche pas, je vais virer des journalistes si ça ne marche pas. Mais si je vire des journalistes, mon journal il est moins bon. S'il est moins bon, il se vend moins bien. Et donc la logique classique d'un média obsolète, c'est-à-dire des vieux médias, je ne parle même pas des médias de presse écrite qui ont des formats nouveaux, je parle des vieux médias, c'est de se dire ça ne marche pas, je vire des journalistes, ça ne marche pas bien, et à la fin le média finit par devenir en ligne et disparaît. Et en fait, est-ce qu'il y a un moment, on ne peut pas avoir une idée différente, c'est de se dire si j'ai du contenu et de l'intelligence, mon journal va mieux se vendre, s'il se vend mieux, je vais avoir plus d'argent, et je vais pouvoir recruter des journalistes, améliorer ma qualité, et inverser ce cercle vicieux. Et quand ça a été fait dans des médias, ça a marché. Parce qu'au bout, vous êtes prêt à acheter un média, le 1 par exemple, quand c'est un média de qualité dans lequel il y a une production, une intelligence. Bien sûr, tu parles de l'investissement dans le monde, mais tu as investi dans beaucoup de médias. Qu'est-ce qui te fait courir
derrière ces médias? Quelle est ton envie, au fond, avec... C'est une discussion, on renouvelle nos discussions. Voilà, parce que Le Monde, bien sûr, qui est le grand journal français, évidemment, même européen, mais il y a d'autres investissements. On parlait de Nice Matin, tu as voulu à un moment donné la Provence, il y a France Antilles, il y a aussi de la production. Alors, c'est pas vraiment des médias, mais Media One, qui est quand même le premier producteur un européen. premier producteur. Qu'est-ce qui te motive dans ces investissements-là? J'ai créé mon premier... Donc, je vous raconte une histoire. Quand je raconte ça, les gens me disent « Le mec est milliardaire, il achète des journaux, bien évidemment, pour influencer l'éditorial de ces journaux. » Donc, j'ai été notamment le contrôlant du Monde diplomatique. Je vous invite à lire la ligne éditoriale du Monde diplomatique, dont tu as été le dirigeant. Donc, tu sais que bon, j'en suis un tout petit peu éloigné en termes de ligne éditoriale. Mais j'ai repris mon premier journal. J'ai acheté mon premier journal quand j'avais 18 ans. Ça s'appelait « Des pieds, des oreilles et des nez ». C'était un journal humoristique de grande qualité. Et j'ai toujours été actionnaire de médias dans ma vie. Et j'ai gagné de l'argent dans les médias. Je sais que ça peut paraître particulier, mais j'ai gagné pas mal ma vie dans les médias. Je suis allé en 2004 en prison. Quand je suis allé en prison, je me suis aperçu qu'il y avait un certain nombre de médias qui, dans mon pays, n'étaient pas indépendants. Alors, tu peux le voir de deux manières. Est-ce que j'ai envie d'avoir des médias indépendants énormes en France pour leur indépendance? Ou est-ce que, de manière égoïste, je me suis dit, peut-être que j'avais raison et que les médias de mes concurrents qui ont fait des articles pas sympas me concernant ou qui ont publié des reportages pas sympas me concernant, j'ai pas envie que ça se repasse. Peu importe, on peut le voir des deux manières. Mais à ce moment-là, je me suis dit, OK, il faut arrêter d'aller investir dans des médias qui sont des médias de niche. J'avais financé l'émergence de beaucoup de nouveaux médias, Mediapart, Brut, d'autres choses comme ça. Voilà. Mais pourquoi pas essayer d'aller appliquer les recettes, tout ce que j'avais pu apprendre sur la partie économique de médias plus généralistes, comme tu l'as cité, Le Monde, La Provence, Nice Matin, France Antilles. Il y en a plein d'autres. Oui. Mais, alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu mets dans le même sac les médias traditionnels que tu as cités et puis les réseaux sociaux? Est-ce que c'est des frères ennemis ou est-ce qu'ils sont des frères siamois, ils sont inséparables les uns des autres? Comment tu vois ce monde des réseaux sociaux? Le monde des réseaux sociaux, c'est... si vous voulez avoir un post optimal sur les réseaux sociaux, c'est 23 secondes. Donc, ce n'est pas exactement l'écriture que je pense que l'on aime tous les deux et que l'on défend. Bon, on peut faire des choses très intelligentes en 23 secondes, hein. Oui. Mais disons que tu ne sais pas approfondir un sujet. Il vous faut une bonne musique. Enfin, il y a des petites recettes et des petits secrets. Mais on ne sait pas passer une information. Bien évidemment qu'on doit être obligatoirement incroyablement racoleur. Et si vous avez des enfants, vous voyez que c'est vraiment ce qui capte vos enfants aujourd'hui. Donc, je ne sais pas le mettre sur la même ligne, bien évidemment. Le sujet inquiétant des réseaux sociaux, c'est qu'il faut être... Plus on est trash, plus on va être vu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une prime faible au contenu intelligent. C'est un vrai sujet, c'est un vrai problème. Maintenant, les médias plus traditionnels envahissent les réseaux sociaux. Si vous regardez ce que fait Le Monde sur Snapchat, franchement, c'est pas mal. Alors ça, c'est le problème de la presse quotidienne écrite. Le lecteur est très âgé, donc il faut aller chercher un public jeune. Et donc l'intérêt, c'est d'aller sur ces réseaux, d'essayer d'aller capter une population et de les emmener. Donc on est capable de faire de l'intelligence, pas en 21 secondes, il faut être un petit peu plus long. C'est ce que fait par exemple Brut, sur des formats un peu plus longs, qui cartonnent. Je sais qu'on est capable de faire des choses intelligentes sur les réseaux sociaux, que c'est plus dur, que c'est moins rémunérateur, plus dur dans le sens que c'est plus de travail. Voilà, donc il faut réussir à faire ça. Encore une fois, ce qui me stresse, ce sont toujours les contenus extrêmes et trash qui vont fonctionner et qui vont être capables, ce que dit l'auteur qu'on citait tout à l'heure, qui vont être extrêmement perméables chez les plus jeunes. Et vous allez transformer des jeunes, même parfois cultivés, en des gens qui sont capables d'être complètement extrêmes dans leur position. Tu es devenu administrateur de TikTok. Exact. Alors, c'est intéressant, j'aimerais bien t'écouter là-dessus, parce que TikTok s'est présenté un peu comme diabolique, que c'est dangereux, que c'est chinois. Et donc, effectivement, on se dit, mais c'est un média, il faut s'en tenir à distance. En entrant dans la place, qu'est-ce que tu as comme intention? Est-ce que tu as envie de veiller à ce que TikTok puisse avoir, en tout cas en Europe, ou en France, une visibilité différente? En fait, si on prend TikTok, ce sont des milliards d'utilisateurs chaque jour. Ça peut être sous des noms différents. Hein. Typiquement, le TikTok chinois ne porte pas le même nom que le TikTok dans le reste du monde. Il y a des pays où c'est interdit. En Inde, TikTok est interdit. Et puis, en Albanie, je crois que c'est toujours interdit. Donc, il y a des pays plus ou moins qui peuvent appliquer une réglementation. Donc, cette société a 5 administrateurs, donc les gens qui contrôlent, ou je ne sais pas comment, qui dirigent, pour autant qu'ils ne le dirigent pas au quotidien, mais qui dirigent à un haut niveau cette société. Et il y avait 3 Américains et 2 Chinois.
Et l'idée des fondateurs était de dire il faut qu'on arrive à équilibrer ça en essayant de mettre un Européen. Parce que l'Europe, c'est quand même un gros marché. Parfois, on fait un petit complexe. Mais si vous additionnez, je sais pas, l'Allemagne et la France, on est Tout à l'heure, on va parler de l'optimisme. On va parler de l'optimisme. Super. Mais tu vois, on est plus gros que la Russie. Donc, on a un petit complexe de la Russie, mais on se regroupe avec l'Allemagne. On n'est pas très loin, tu vois. Enfin, on est même sur un certain nombre de critères beaucoup plus gros. Et donc, leur idée, c'était de se dire on se développe très bien en Europe. Et avec qui on est capable de faire ça en Europe, qui soit capable à la fois d'être critique, mais de comprendre notre activité, d'avancer. Et donc, les connaissant depuis longtemps, ayant été un actionnaire depuis très longtemps de cette société, je dis OK, avec plaisir. On est européen, on a des valeurs qui sont différentes des valeurs que peuvent avoir les Chinois et que des Américains. Et comment on est capable d'amener une idée de l'Europe qui ne soit pas une idée de l'Europe vue depuis la Chine ou vue depuis les États-Unis. Voilà, c'est ça l'idée. Il y a des gens qui vont vous dire il faut que TikTok disparaisse. Mais si TikTok disparaît, ça sera remplacé par un nouveau TikTok. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment on est capable d'aider une société à continuer à développer son activité commerciale et dans le même temps de comprendre que développer son activité commerciale, ce n'est pas en opposition avec nos valeurs. Si vous regardez le TikTok chinois, il n'a rien à voir avec le TikTok que l'on a en Europe ou aux États-Unis et il marche incroyablement bien. Quand tu dis il n'y a rien à voir, c'est que c'est un instrument de contrôle, le TikTok chinois? Je pense qu'il y a des sujets quand on va sur le TikTok chinois qu'on retrouvera en Europe, qu'on ne retrouvera pas en Chine. Voilà. Ça, c'est un premier sujet, mais il y a un côté plus éducationnel. Parce qu'il y a une volonté du gouvernement chinois d'utiliser les réseaux sociaux à des fins d'éducation. Donc c'est un réseau qui est très différent. Oui. Alors on assiste vraiment depuis quelques années, depuis justement la naissance d'Internet, ces 20 dernières années, mais tout ce qui se projette devant nous, une sorte de rupture anthropologique. On voit bien que les humains d'aujourd'hui et les enfants qui viennent n'auront pas exactement le même cerveau que nous, la même manière de réfléchir. Et toi, tu es très investi aussi dans l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu attends de l'IA et est-ce qu'elle t'inquiète ou au contraire, tu y vois une très grande opportunité pour mieux connaître qui nous sommes? Le sujet, c'est un peu la même chose que la discussion qu'on avait précédemment, c'est de se dire une intelligence artificielle, quelle qu'elle soit, il a un biais. Il a un biais en fonction des gens qui l'ont créé, des données sur lesquelles il est entraîné. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je n'ai pas envie que mes enfants, et je pense que vous non plus, vous n'avez pas envie que vos enfants utilisent, et pourtant ils utilisent beaucoup de réseaux sociaux qui n'ont pas été créés en Europe déjà, mais que sur quelque chose qui est une véritable révolution, utilisent des modèles qui ont été créés soit en Asie, probablement en Chine, ou aux États-Unis, avec un biais chinois ou avec un biais américain. Et à partir de ce moment-là, on a besoin d'être capable de développer des IA, des modèles ici. Et donc l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on est capable d'investir de l'argent pour financer des entrepreneurs ici? Donc ça, c'est une activité commerciale. Donc on va financer des entrepreneurs pour éviter qu'ils partent ailleurs, pour éviter qu'ils aillent se financer en Asie ou aux États-Unis. Donc gardons-les ici, essayons de les garder ici et finançons-les pour qu'ils restent ici. C'est le premier élément. Est-ce qu'on est capable d'avoir les machines ici nécessaires qui viennent de chez NVIDIA? C'est une forme de monopole mondial, mais est-ce qu'on est capable de les avoir en Europe, de les avoir en France? Est-ce qu'on est capable de les héberger ici? Parce que ça a un sens, parce que ça veut dire que les données seront ici. C'est le deuxième élément. Et puis, on a des chercheurs incroyables ici qui sont tentés de partir à l'international pour gagner des centaines de millions d'euros. Un très bon chercheur qui travaille dans le public en France, qui gagne quelques petites dizaines de milliers d'euros par an. Les Américains arrivent, lui proposent quelques grosses centaines de milliers d'euros. Est-ce qu'on n'est pas capable de les conserver? Et donc, on a créé, avec 2 autres personnes, un laboratoire d'intelligence artificielle qui fait de la recherche. Et ce laboratoire d'intelligence artificielle s'est spécialisé sur la voix et l'échange vocal et crée les modèles d'intelligence artificielle les meilleurs au monde. Donc c'est un labo, c'est non-profit, c'est décidé à aider. Tout ce qu'ils font, ils le publient pour aider la science, pour faire avancer la science. Et l'idée, c'est que le monde entier va utiliser ces algorithmes, mais basés sur ce que nous, en France, on était capable de créer, d'inventer. Et si vous essayez leur dernier modèle, ça s'appelle unmute.sh, unmute.sh. Alors c'est en anglais et en français. Vous prenez par exemple, vous pouvez prendre Charles de Gaulle, vous pouvez échanger avec Charles de Gaulle, ou vous prenez développeuse, moi j'aime bien développeuse. Ils ont pris 7 secondes de la voix d'une jeune fille et vous pouvez échanger avec elle. Et alors j'ai essayé de la coincer ce week-end et je lui ai demandé de me créer une séance d'hypnose
Elle va créer une séance d'hypnose. Et la manière dont vous échangez avec elle est complètement naturelle. Quand vous avez des gens autour de vous, vous dites, mais avec qui tu parles au téléphone ou avec qui tu parles là? C'est complètement naturel parce qu'elle vous coupe, vous pouvez lui couper la parole, elle vous coupe la parole, et donc l'échange est incroyablement naturel. Et ils ont été capables d'avoir des avancées technologiques, scientifiques qui sont énormes. Mais donc l'idée, c'est d'avoir ce type de choses qui se développent ici pour garder ces talents et créer des modèles qui soient utilisés par le monde entier, plutôt que nous utilisions des modèles créés ailleurs. Ce podcast vous est proposé par le 1 Hebdo, l'hebdomadaire qui décrypte l'actualité en 1 heure de lecture. Retrouvez le 1 Hebdo chaque semaine, en kiosque et en librairie, et à l'abonnement sur le 1hebdo.fr. Vous pouvez assister au lundi du 1, chaque mois, à la bourse de commerce Pinot Collection. Pour rester informé, abonnez-vous à notre newsletter La Lettre du 1. Xavier, au début de notre conversation, tu disais que tu n'avais pas fait d'études, tu as 17 ans, tu te présentes souvent comme autodidacte d'ailleurs. Tu as, ces dernières années, investi dans le savoir, dans la connaissance, dans la transmission. Et ça, c'est une action très importante chez toi. Elle se concrétise à travers notamment la Station F, qui est le plus grand incubateur de start-up dans le monde, je pense aussi, à la Halle Fraissinet. Tu as créé une école, l'école 42, sur les métiers du numérique, où il n'y a pas besoin d'être diplômé. C'est une sorte de méritocratie, je pense, qui se met en place. Est-ce que tu peux nous dire, là encore, comment cette volonté, justement, de donner à ceux qui n'ont pas, mais qui ont envie, qui n'ont pas nécessairement pris les chemins traditionnels, les podanes qu'on a en sortant de Polytechnique ou d'autres grandes écoles. Comment tout ça, ça s'est construit? Moi, j'ai la chance d'être né dans une banlieue populaire, Créteil, où j'ai grandi, dans un milieu des Français moyens. Enfin, je veux dire, j'étais dans une famille... Tu disais que tu étais bon en rien et mauvais en rien. Donc, ouais, j'étais moyen. Non, j'avais un deal avec mon père. Mon père ne m'ennuyait pas si j'avais 12 sur 20 de moyenne à Créteil. C'était très bien. Donc, on avait un deal, donc il ne m'ennuyait pas parce que je ne voulais pas qu'il m'ennuie. Donc, j'avais 12 sur 20. Ça s'est corsé après quand est arrivée la philosophie. Là, c'était plus dur. Mais bon, jusqu'à la philosophie, je me suis pas mal sorti. Mais donc, c'était mon deal avec lui. Donc, j'étais pas bon en quoi que ce soit. Mais grâce à lui, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu un ordinateur et j'ai compris ça. Et très, très vite, j'en ai fait mon métier. Mais si vous faites un constat, et on parlait tout à l'heure d'une fois, vous avez fait un là-dessus, c'est que l'ascenseur social en France ne marche pas. Si vous prenez le CDE, on est systématiquement en dernière ou avant-dernière position en termes d'ascenseur social. C'est-à-dire que si vous êtes né dans une famille d'ouvriers, votre chance de vous sortir de cette famille d'ouvriers, elle est super faible en France. Et c'est un truc absolument horrible parce que ce n'est pas l'image qu'on a de la France. L'image qu'on a de la France, c'est égalité, fraternité, on est fantastique, très bien, tout ça marche. Et en fait, ça ne marche pas. Et si vous prenez les 10 premières fortunes françaises, aujourd'hui, on n'est que 2, François Pinault et moi, à être nés dans des familles normales. Ouais. Sur 10, c'est pas beaucoup. Et on vieillit. Et je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Donc, si vous voulez, ce truc-là, il ne marche pas. Et donc, l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire, basé sur ce que je connais, pour aider des personnes à être capables de sortir de leur environnement social. Un des trucs qui a super bien marché, ça a été 42. C'est une école gratuite. On peut y dormir, on peut y manger, on peut prêter de l'argent à des jeunes, on ne demande pas qu'est-ce qu'ils ont fait avant, dans lequel on va leur apprendre ce qui a fait ma réussite professionnelle, c'est-à-dire faire des logiciels informatiques, savoir faire marcher un ordinateur. Et donc on a créé cette école à Paris, dans le 17e arrondissement, il y a à peu près 4000 élèves, et ça a tellement bien marché, je crois que maintenant on a 55 écoles dans 30 pays. Il y a un truc horrible, il n'y a pas de profs. Quand il y a des profs dans l'assistant, je me fais siffler, je fais attention. Mais il n'y a pas de profs et c'est du peer-to-peer learning. Ça ne marche pas pour tout, mais on a tous appris à parler avec nos parents, nos copains, et l'informatique, c'est un langage. On l'apprend de la même manière. Et puis on transforme ça en jeu, parce que si vous avez des jeunes qui n'arrivent qu'à se concentrer 23 secondes, si on ne leur transforme pas l'école en jeu, ils ne sont pas capables d'y aller. Ils ne savent pas supporter 4 heures ou 6 heures de quelqu'un qui va leur faire une démonstration mathématique. Et ce n'est basé que sur des projets. Et donc on va créer une école différente, qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où on apprend que comme ça, à la vitesse où on veut, on peut venir que la nuit, que le jour. Et on va créer quelque chose de différent qui va tenter d'aider des jeunes à sortir de leur destin prétracé.
Et j'ai cru aussi longtemps que l'entrepreneuriat, c'était un moyen de s'en sortir. Alors, Station F, c'est super, mais ils ont tous fait des grandes écoles. Alors, donc, on a créé un programme qui s'appelle le Fighters Programme pour aller chercher des jeunes différents, pour les pousser vers l'entrepreneuriat. Parce que Station F, ça a super bien marché. C'est 2014, hein. C'est 2017 l'ouverture. Mais en 2014, quand on a l'idée, je vais voir François, on va voir avec la créatrice François Hollande, et on lui dit, Monsieur le Président, on va créer un lieu dans lequel on va mettre 1000 startups. Et donc, on est très fiers de notre démonstration, on va acheter une ancienne gare, on va faire ça. Et il nous dit, mais vous êtes sûr qu'il y a 1000 startups en France ? Merde, on n'avait pas pensé au truc. Alors, très bonne nouvelle, le jour où on a ouvert, on a eu 7000 sociétés qui ont voulu appliquer. Donc, beaucoup de chance, je vais toucher du bois. Mais c'était ça l'idée, c'était de se dire comment on va populariser l'idée que créer une entreprise, c'est simple et sans problème, parce qu'il y a un certain nombre de jeunes qui ont envie de faire ça, et que c'est un moyen de s'élever ou de faire fonctionner l'ascenseur social. Mais est-ce que c'est là que François Hollande t'a demandé aussi combien ça allait coûter à l'État ? 0, parce que je ne voulais pas. Oui, en fait, ça s'est passé d'une manière différente. Je te remercie de dire ça. C'est que bien évidemment, on m'a dit non, mais on va participer, on va t'aider. D'accord. Alors, comme on va participer, on va t'aider. En France, on a un truc qui est fantastique, qui s'appelle la Caisse des dépôts. Et donc, il m'envoie à la Caisse des dépôts, voir le patron de la Caisse des dépôts. Et il me dit voilà, François Hollande m'a dit de vous recevoir parce que vous voulez créer le plus grand incubateur du monde à Paris. On souhaite en faire partie. Très bien. C'est quoi votre modèle ? Alors, je vous explique mon modèle. On met 300 millions d'euros et on ne gagnera jamais d'argent parce que c'est déficitaire. Ah, bizarre votre truc. Non, non, c'est pas bizarre, je veux aider. Okay, bon. Mais vous voulez facturer ? Ben non, parce qu'on va débrouiller pour avoir des entreprises qui vont venir et qui vont accueillir gratuitement les startups. Ah. Non, mais nous, moi, le président de la République m'a dit de participer. Oui, mais déjà, on n'a pas besoin d'argent. Mais si vous voulez, mais on n'a pas de retour. Mais moi, je ne peux pas si je n'ai pas de retour, parce que dans les règles de Bruxelles, il faut que ça soit un investissement intéressé. Voilà. Donc on a discuté longtemps, et puis François Hollande vient de poser la première pierre de la Station F avec le président Hollande. Vous avez partout des bandeaux Caisse des dépôts, qui n'a pas mis un centime. Moi, j'ai un peu d'égo, mais enfin pas suffisamment pour refuser à la Caisse des dépôts de mettre ses bandeaux partout. Donc vous avez des bandeaux Caisse des dépôts partout. Le truc arrive, et ils me font signer des papiers jusqu'au jour de l'ouverture. Ils vont pouvoir investir, etc. Bon, voilà. Arrive l'inauguration. Et là, c'est avec Macron. Là, la Caisse des dépôts me rappelle, me dit, écoute, on a l'inauguration, on a eu un appel de l'Élysée, le président vient inaugurer la Station F, où il va faire une célèbre phrase ce jour-là. C'était une autre histoire. Et en fait, on a tous ces papiers signés. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Voilà, on a dépensé nos 300 millions. Si vous voulez mettre de l'argent, moi, je suis ravi de vous accueillir. Combien vous voulez mettre ? Et ravi. Et il me rappelle, il me dit, mais il me repose la même question, mais est-ce qu'on va gagner de l'argent ? Non, on fait ça pour aider. Mais c'est quoi l'intérêt ? L'intérêt, c'est d'aider, ces trucs-là. Voilà, ils me disent, bon, alors, ce qu'on va faire, on va se mettre dans un coin du communiqué de presse qu'on est là, mais on louera peut-être un jour un petit épal en space, etc. Et donc, voilà, donc il n'y a pas d'argent public dans la Station F. Pourquoi l'école 42, où vous avez à un moment donné créé une entité à Fremont, je crois, dans la Silicon Valley, pourquoi ça n'a pas marché, ça ? L'idée était simple, c'était de dire ça a marché en France, allons faire ça, toujours un petit complexe, allons faire ça aux États-Unis, on va montrer ce qu'on va montrer aux Américains. Et en fait, ça va être le seul endroit où ça ne va pas marcher dans le monde. Ça marche au Japon, ça marche en Corée, ça marche au Brésil, mais ça ne marche pas aux États-Unis. Et en fait, on va avoir déjà pas beaucoup de jeunes qui vont venir, et la totalité des jeunes qui vont venir dans l'école, ce sont des Ukrainiens, des Russes, généralement sans vraiment des papiers, ou des gens comme on fournit des logements qui vont dire je viens dans l'école, mais comme le logement est tellement cher dans la Silicon Valley, ils vont pas venir juste pour loger dans le dortoir, etc. Donc le truc ne va pas marcher. Et en fait, le constat, ça a été quoi ? C'est que l'éducation américaine repose sur un secret, c'est que plus les parents ont le sentiment de payer, plus ils ont le sentiment que l'école est bonne. Donc autant vous dire qu'une école gratuite créée par des Français, le truc n'existe pas. Dans les rankings, c'est loser complet. Dans les rankings, 42 est souvent dans le top 1 des meilleurs classements des écoles d'informatique au monde. Oui. Mais aux États-Unis, cette chose n'a absolument pas marché. Et est-ce que, justement, le premier bilan de ce qui en est sorti, tu dis que ce n'était pas pour gagner de l'argent, est-ce que tu as le sentiment ou observé que ça avait permis justement à des entreprises un peu inimaginables d'exister, de se lancer convenablement ? Je crois que ça a participé à plein d'autres choses en France. Et donc, en formant des gens à l'informatique, en les poussant ou en tentant de les pousser vers l'entrepreneuriat ou de travailler dans des entreprises technologiques, a aidé à cela. Station F, en popularisant l'idée de l'entrepreneuriat ou en se disant les barrières pour créer une entreprise, on est capable de les réduire, a aidé à cela. Mais dans le même temps, quand une ministre crée un label French Tech, quand on a un président pro-business, quand on a un certain nombre d'éléments ou de planètes qui s'alignent, tout ça aide cette ville
qui a été historiquement une ville de musée, en ayant une maire qui comprend le sujet et qui a envie de développer ça aussi, on crée une ville, la ville de Paris, qui, dans le monde de la tech, existe comme étant probablement en Europe la première place sur ces sujets. Donc on va créer une image qui va pousser des jeunes à venir en France. On va essayer de faire diriger Station F par des femmes pour emmener plus les femmes vers l'entrepreneuriat. Et on va faire un certain nombre de choses pour essayer de dire à des jeunes, l'ascenseur social, c'est aussi l'entrepreneuriat, essaye, viens. Bien sûr. Alors, là, déjà, on sent évidemment beaucoup l'énergie, l'envie, l'enthousiasme. Quand je t'ai demandé un mot, c'est un peu un petit jeu comme ça, un peu ludique, sur quel est le mot que l'invité va choisir. Assez vite, tu m'as dit l'optimisme. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cet optimisme? Tu le mets où, l'optimisme, aujourd'hui? Je vais vous dire un truc, je pense que les 2 raisons de mon succès sont une simplification des choses et un optimisme de fou. Parce que dire qu'en France, à Paris, dans un bureau avec des gens qui n'ont jamais fait d'électronique, on va créer un boîtier qui deviendra aujourd'hui le moyen d'accéder à Internet le plus populaire dans le monde entier, ça n'existe pas, ce genre de truc. Sauf que, globalement, vous avez, dans une pièce, 5 personnes qui sont complètement optimistes en y croyant. Mais ils sont complètement naïfs. Personne n'y croit à ce truc-là. Personne n'y croit. Et cet optimisme-là, on l'a eu toujours et je l'ai eu toujours dans mes projets. Quand vous levez un matin et vous dites « je vais créer à Paris une école de code informatique gratuite dans laquelle il va y avoir des milliers d'élèves », la chance de réussite ou de transformation en ça, elle est super faible. Et cet optimisme-là, je le retrouve. François Hollande ne l'a pas quand il me dit « vous êtes sûr qu'il y a plus de 1000 startups en France ?» J'espère, malheureusement. Mais nous, on n'a jamais douté avec Roxane, avec qui on créait ou on lançait ce projet. On n'a jamais eu aucun doute. Et franchement, moi, j'avais jamais lancé d'incubateur dans ma vie. Roxane, c'était une journaliste. On ne partait pas gagnant-gagnant sur l'échelle du succès pour créer ça, alors qu'on n'avait jamais fait ça. Mais cet optimisme a été capable de changer toute chose. Et c'est toujours ce que j'essaye de pousser, ce qu'on essaye de pousser quand on est des jeunes, c'est de leur dire, mais arrêtez de penser que votre destin il est tout tracé et que vous allez dans le mur. Oui. Parce que si vous avez un tout petit peu d'optimisme, si vous essayez, si vous tentez, ça va marcher. C'est encore une fois, et je vais vous ressortir une autre publicité des années 70, vous allez en avoir marre, mais tous les gagnants au loto, ils ont joué. Oui. On ne peut pas gagner au loto sans jouer. C'est vrai. Mais parmi les investissements que tu as fait, il y en a un qui m'a surpris. C'était cette école qui s'appelle Hectare, donc sur l'agriculture, sur d'autres manières, l'agriculture de demain. Est-ce que tu peux nous en dire un mot et pourquoi parce qu'on imagine la tech, ça, on voit bien, et puis tout d'un coup, ce monde agricole... Alors, ce n'est pas une société de la même manière, c'est une fondation. L'idée, c'est d'aider. Et le sujet, c'est le suivant, c'est qu'un agriculteur, c'est un entrepreneur. Et donc, on va avoir un problème de renouvellement de génération dans nos exploitations agricoles. Bien sûr. Et qu'est-ce que l'on est capable d'amener? Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Il y a un truc qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, il y a un sujet qui a incroyablement changé. Je ne sais pas si vous le voyez, moi, en tant qu'employeur, je le vois. Il y a 25 ou 30 ans, le critère principal de recrutement d'un salarié, c'était son salaire. C'était son salaire. C'était le principal recrutement. Tu me donnes tant, lui me donne tant, ben je vais aller là. Si tu me donnes tant, je vais revenir chez toi. Et en fait, aujourd'hui, quand on recrute des personnes qui ont 20 ans, 30 ans, ce critère a changé. Il va vous dire, d'abord, c'est quoi l'intérêt du projet? Est-ce qu'on va sauver le monde? Est-ce qu'on va sauver le monde? Et vous prenez toutes les entreprises de la tech américaine, un grand projet mondial, on va sauver le monde. L'intérêt, c'est de recruter. Ouais. Donc, quel est le projet? Premier critère de choix de mon emploi. Deuxième critère de choix de mon emploi, c'est quoi l'ambiance de travail? Comment ça se passe dans cette entreprise? C'est quoi le quotidien? Vous savez, c'est pareil aux US, on va vous mettre des flippers, des baby-foot, des tables de ping-pong. Mais c'est quoi l'ambiance de travail? Est-ce que j'ai une cantine bio? Est-ce que j'ai des douches parce que je vais venir en vélo? Tout ça, c'est des questions qui sont devenues des questions présentes qui n'existaient pas avant. Et seulement en troisième position va arriver le salaire. Et quand on leur demande pourquoi le salaire n'est pas plus important pour toi, ils disent mais tout le monde va me payer le même prix. Ce n'est pas les 5% d'écart que l'un ou l'autre va me payer en plus ou en moins qui va me changer. Est-ce que je vais avoir un impact sur la société et sur le monde? Et est-ce que je vais avoir une ambiance de travail qui va me donner envie d'aller tous les jours bosser? Et donc ce monde, il a changé. Eh bien, le métier d'agriculteur, ça répond à ça. Le métier d'agriculteur, j'ai un grand projet, c'est de bien nourrir mes proches. Et puis mon ambiance de travail, c'est moi, parce que je vais être mon auto-entrepreneur, c'est moi qui vais créer mon environnement de travail. Ma rémunération, elle ne va pas être bonne, mais à la limite, est-ce que c'est important? C'est un choix de vie. Pour moi, c'est un choix de vie. Oui. Et donc, comment on est capable d'amener des personnes
vers l'agriculture, comment on est capable de créer des circuits courts, comment on est capable de faire des choses qui soient des choses différentes et qui permettent pour une exploitation d'être plus rentable. Parce qu'aujourd'hui, on est capable de dépenser plus pour se nourrir mieux. Parce qu'on a tous compris que une alimentation saine, c'est une espérance de vie meilleure, c'est une vie meilleure. Et à partir de ce moment-là, me créer une activité qui soit viable, rentable pour moi. Et c'était toute l'idée d'acheter les plus grandes terres agricoles à la sortie de Paris, ça fait 600 hectares, dans lequel on fait de l'élevage, dans lequel on fait de la culture, dans lequel on démontre un certain nombre de choses, dans lequel on teste, dans lequel on essaye, pour former ou pour aider à propager l'idée que l'agriculture c'est important, qu'elle doit rester ici, que c'est bien d'avoir des très grandes exploitations, mais qu'on doit conserver des petites exploitations en circuit court, en sortie de ville, et d'inventer une agriculture dans laquelle l'agriculteur est capable de vivre convenablement. Qui vient à Hectare? Qui sont... Ça va être des entreprises, parce qu'au sein de leur sujet, c'est un sujet d'intérêt. Encore une fois, des entreprises qui vont se dire je suis capable de montrer à mes salariés que ça m'intéresse et que ça peut les intéresser. On a des simulateurs de tracteurs, c'est toujours un grand sujet de passion. Donc on a plein de simulateurs de tracteurs. On a des consultants qui viennent pour être capables d'apprendre ce que c'est que l'agriculture, parce qu'on est capable d'apprendre de l'agriculture des choses à mettre demain. Ça va être des entrepreneurs qui vont venir pour créer des produits pour aider des agriculteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des investissements, mais des idées, des projets dont tu te dis il faudrait vraiment que j'aille dans cette direction, ou est-ce que tu as le sentiment que tu as déjà creusé ce qui était un peu ta libido, entre guillemets? Non, il y a un truc que j'aime, qui est absolument passionnant, pas passionnant, et je te remercie de ne pas me poser trop de questions là-dessus, qui sont les télécoms. Voilà, donc on fait ce qu'on fait chez Free dans 25 pays du monde, et j'adore ça. Mais je vous avouerai que je perds beaucoup de monde quand je commence à raconter ma passion des télécoms. Donc je vais vous la mettre de côté, vous avez de la chance. On peut parler aussi des catacombes. Alors, c'est une autre passion, mais non. Mais il y a un sujet qu'on n'a jamais réussi à craquer, mais si vous voulez que de manière parallèle on adresse, qui est le logement. Donc, chez 42, quand on crée 42, si vous regardez les premières images de 42, on a des jeunes qui dorment par terre. On n'arrive pas à les loger. Donc on va créer en phase de 42 un petit peu moins de 1000 logements pour qu'on soit capable de les loger de manière décente. Mais donc comment on est capable de repenser le logement, du logement différent, qui soit qualitatif, qui n'ait pas l'image négative du HLM et qui soit accessible à tous. Voilà, donc c'est toujours un truc qui m'a fait rêver. J'ai essayé plusieurs fois d'avancer pour racheter des offices d'HLM, c'est extrêmement complexe, mais voilà, mais comment on est capable de retravailler là-dessus pour créer des choses? Alors, dans les 2-3 dernières minutes qui nous restent, Xavier, tu nous as dit que tu n'irais pas dans la course à l'Élysée. Je t'ai tué ta conclusion, je suis désolé. Bien entendu. Non, mais pour autant, j'aimerais bien que tu nous dises, pour toi, avec toutes ces activités dans lesquelles tu t'es vraiment investi, engagé, est-ce que tu crois que tous ces éléments, que ce soit le numérique, l'intelligence artificielle, les réseaux, les télécoms, est-ce qu'à l'arrivée, on va être plus heureux? Alors, je vais te répondre à côté, comme d'habitude, puis après je te répondrai à ta question. Je pense que chaque être humain individuel de la société civile peut avoir plus d'impact sur la société que souvent un regroupement de politiques. Mon propos n'est pas démagogique pour dire du mal des politiques. Juste, nous sommes en plein pouvoir, là où un ministre a une administration qu'il n'arrive pas toujours à contrôler, à faire avancer comme il le souhaite. Et donc je pense qu'on est chacun, on se retourne toujours vers les politiques quand on a un sujet. Je pense que quand on a un sujet, essayons de le traiter nous. Et comment nous, société civile, tous pris indépendamment, on est capable de le traiter. Après, c'est toute l'idée que j'ai eue dans ma vie professionnelle. Tu l'as rappelé, et c'est toujours un énorme élément de fierté, rendre des dizaines de milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français en créant juste un opérateur télécom dans lequel je vais gagner beaucoup d'argent, c'est pas mal, quoi. Tu vois, en termes d'ego, c'est pas mal, ça rend service à la société, ça me rend plutôt service, et je suis assez confortable avec ça. Et c'est toujours l'idée, c'est de se dire, quand on crée une activité ou quand on essaye de faire quelque chose, il y a 3 parties. En anglais, on dit stakeholder. Il y a 3 parties. Okay, il y a le consommateur, celui qui va l'utiliser. Il y a celui qui va le fabriquer, le salarié. Et puis, il y a l'actionnaire, celui qui l'a créé. Et il faut qu'on soit capable de répartir entre ces 3 parties la valeur. Parce que si on arrive à faire ça, on a des sociétés qui marchent et qui arrivent à se développer. Donc, à chaque fois qu'on va essayer d'avoir un projet, on va essayer de se dire, est-ce qu'on est capable d'amener quelque chose à la société? Si on amène quelque chose à la société, les salariés vont être contents et l'actionnaire, in fine, ou le porteur du projet, in fine, va être heureux parce que ça va rencontrer un public. Ça peut être vu comme une démarche politique, tu vois, j'accepte ce mot, mais ce que j'aimerais, c'est qu'on soit tous capables de se saisir de ces sujets, de prendre les problèmes à bras-le-corps et de se dire, est-ce que moi, je suis capable de régler
ou d'aider collectivement avec d'autres à régler ce problème sans systématiquement me retourner vers des élus qui ont, je pense, souvent, ils nous vendaient un pouvoir qu'on n'était pas sûr qu'ils avaient. Tu vois. C'est sûr. Et c'est un peu ça. Et au bout, on trouve une solution privée, sans faire appel à l'État, qui marche. Et voilà, souvent, c'est cette disposition que j'ai en tête, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable d'avoir des projets qui vont améliorer la société dans laquelle on vit ? Merci beaucoup, Merci à toi, Xavier. merci, Eric. Merci, c'était passionnant. Merci à vous tous. Nous vous retrouvons en septembre pour une nouvelle saison des lundis du 1 à la Bourse de commerce Pinot Collection. Cette conversation vous est proposée par le 1 Hebdo, un hebdomadaire qui depuis 10 ans traite d'une grande question d'actualité en rassemblant plusieurs points de vue, plusieurs regards. Cette aventure de presse, unique en son genre, est née d'un besoin d'ouverture à la réflexion et à l'intégration des savoirs, dans une époque toujours plus complexe où débattre avec nuance est devenu difficile. Nous vous donnons rendez-vous chaque mercredi en kiosque pour vous proposer de vivre notre époque sans la subir, à travers la plume d'écrivains, de chercheurs de tous horizons, d'illustrateurs, de poètes et bien sûr de journalistes. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette belle aventure de presse libre et indépendante en vous abonnant sur le 1hebdo.fr.